jeudi 11 juin, on est en direct avec Maître Guy Bertrand et Stéphane Blais de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Bonjour. Salut. Salut. Alors, Stéphane, que tu m'as contacté ce midi, tu disais, ça serait le fun de faire un petit live avec Maître Bertrand, qu'on garde les gens à jour, qu'on puisse connecter directement avec les gens pour leur expliquer où est-ce qu'on en est, parce que il y a eu une autre action qui s'est faite aujourd'hui, puis on voit que ça brasse beaucoup aussi à l'Assemblée nationale. Oui. On va parler et on va parler de conspirationnistes aussi. Alors, on a du pain sur la plage et je trouve ça le fun de donner ce rendez-vous-là à tout le monde. Puis je l'ai d'ailleurs annoncé parce que les gens qui nous regardent, vous avez des questions, des commentaires, je vous lis et je pourrai les placer à l'écran, bien sûr. D'abord, expliquez-nous, ce qui a été déposé, c'est une lettre au lieutenant-gouverneur. Si on résume pourquoi vous avez fait ça, c'est que c'est lui qui a le dernier mot de la fin ou quoi à la fin, là? Maître Bertrand, je peux faire peut-être un petit préambule. Ouais. Discussion, moi et Maître Bertrand, il y a quelques semaines, concernant, puisqu'on préparait les affidavits, concernant différentes interventions qui avaient été faites dans les médias par des personnalités importantes. Et le lieutenant-gouverneur en est une, il est très important. Il est de nos institutions, indirectement. Et il lançait un message clair à l'effet qu'on était dans une société qui lui semblait être une société à la Big Brother. Et là où on enlève les droits et libertés des gens de façon importante, et il appelait à un retour, dans le fond, aux institutions démocratiques qui sont le fondement de nos sociétés. Et donc, moi, ce que j'ai dit à Maître Bertrand, le constitutionnalisme, chose certaine, c'est que ici, si le gouvernement, en loi des mesures d'urgence, agit en dictateur, déposer une loi qui lui demande d'être en dictature permanente, on est en droit, comme citoyen, de réclamer de la part du garant des institutions de ne pas mettre sa sanction sur une loi afin de protéger nos institutions. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais Maître Bertrand va le préciser l'idée. Effectivement, bonjour. Allô? Bonjour. Effectivement, dans la presse, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, dans la presse du 22 avril, Oui, le COVID est dangereuse pour la démocratie. Donc, il a vraiment pris position, là, exactement. C'est ça. Alors, je connais Maître Doyon, c'est un avocat avec qui j'ai plaidé, contre qui j'ai plaidé souvent. C'est un monsieur qui a 77 ans, il est c'est un intellectuel, c'est un historien. Je pense même qu'il a un doctorat en histoire. Puis, il n'a jamais eu froid aux yeux. J'étais très surpris de sa déclaration. D'autre part, je sais qu'il se sent mal d'être ignoré. Tous les partis de l'opposition le considèrent comme moins que rien parce qu'on n'aime pas la monarchie au Québec. Ça, c'est correct. Et lui, il est représentant de la reine au Québec. Donc, si on pouvait l'éliminer, il se sent vraiment éliminé. Là. Mais en tout cas, bref, quand il a déclaré ça, j'ai dit, mon Dieu, il nous lance un message. Je me permets de vous lire ce qu'il a dit, José, quelques secondes. Il a dit, la crise de la COVID, on est en avril 2020, pourrait être dangereuse pour la démocratie. Là, j'ai dit, voilà, je vais en savoir plus parce que je ne croyais pas ça. Là, alors, il a dit, le dictateur ne naît pas de lui-même. Rappelons-nous, là, M. Legault, personne ne pensait que ça pouvait être un dictateur, mais moi, je voyais quelque chose. Le dictateur ne naît pas de lui-même. Il naît du fait que le citoyen désire être protégé. Le dictateur, pour qu'il soit protégé, il faut l'aimer. Alors, il ajoute ceci. Et il se sent protégé, le citoyen, par des présidents ou des chefs d'État qui vont exercer un pouvoir d'attraction. Wow! Et là, on a tout eu ça, là. M. Legault a un pouvoir d'attraction. Écoutez, 80% des gens l'aiment. Mais honnêtement, au début, moi, les 2 premières semaines, je les écoutais religieusement et honnêtement, j'aimais leur ton rassurant. On ne savait pas là, dans quoi on était. On voyait des morts aux États-Unis, en Italie. On nous prévoyait un taux de mortalité de quoi? 4-5%? 3% même. Ouais, 3%. Et là, on était là, my God, c'est quoi? Oui, on va se confiner. Oui, on va faire tout ce que vous allez nous dire. Et ça, vous n'êtes pas
vous dites pas que c'est pas vrai, là, tout ça, là, on le constate. On a tous réagi de la même façon, hein? On a tous réagi de la même façon. On s'est dit, bon, on savait, moi, je savais que c'était Neil Ferguson qui avait fait les projections. J'avais un doute parce qu'au niveau du H1N1, il s'était royalement trompé. Ouais, donc, j'ai été un peu douteux. En fait, on devait en avoir à ce moment-là. C'est toi qui. Oui, mais moi, effectivement, j'ai dit pas être prudent parce que c'était censé être aussi virulent que l'Ebola. Donc, l'Ebola s'attaque aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, à tout le monde. Donc, oui, au départ, on était avec M. Legault, mais on s'est vite rendu compte que les statistiques les pronostics qui étaient annoncés, ben, c'est clairement pas ça qui était sur le point de survenir. Et si on revient si vous me permettez. Oui, au lieutenant. On revient à la question du lieutenant-gouverneur. Vous vous rappelez la phrase que cette personne-là qui installe une forme de dictature douce, il faut l'aimer, là. Et à tort ou à raison, Stéphane m'a dit qu'on avait imaginé à l'époque les chiffres que vous m'aviez donnés pour qu'on prépare la cause et qu'on avait imaginé qu'il y aurait minimum 250 000 morts, peut-être 300 000. Là, c'est vraiment le type Ebola et ça frappe tout le monde. Puis là, il faut se cacher, il faut se protéger. Premier, j'écoutais à chaque jour son émission, puis je le trouvais rassurant. Je me disais une chance qu'on les a, lui puis le docteur Arruda. Et là, ce que j'aimais pas, dès la première émission, c'est la peur. Ouais. J'aimais pas qu'on nous fasse peur. Là, c'est le grand-papa qui parlait, puis je me disais, pourquoi ils nous font peur? En nous disant, vous savez, chaque personne devant vous ou à côté de vous, faites attention, il est peut-être porteur, potentiellement porteur de la bibite qui pourrait vous détruire. Alors, on s'est mis à avoir peur même de notre conjoint, de nos enfants. Alors, j'ai arrêté de venir au bureau, moi, personnellement, alors que je m'étais dit jamais que je vais arrêter d'aller au bureau. Mais là, j'ai pensé aux gens autour de moi, puis bon. Alors, la peur, là, c'est important qu'on parle de ça 2 secondes. J'ai devant moi ici un article du Devoir. La peur comme outil de contrôle, c'est Lise Payette qui a écrit ça. Voici ce qu'elle dit. La peur ne mène à rien de bon. Elle paralyse les humains de la Terre, depuis les petits-enfants qui refusent de s'endormir jusqu'aux plus mauvais génies. Alors, la peur, selon les psychologues, la peur de mourir, pas n'importe quelle peur, là, la peur de mourir, fait en sorte que le quotient de la collectivité est réduit, le quotient intellectuel, à peu près à l'âge d'un enfant de 7 ans. Et l'enfant de 7 ans ne raisonne pas quand il a peur. L'enfant à qui on a dit, si tu ne vas pas te coucher, le loup-garou à 7 heures passe, et là, il va passer un chien. Maman, il y a un loup-garou. Non, 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 mon enfant. Là, on va voir sa mère, son père, on va voir M. Arruda, puis M. Legault. Je vous ai fait peur hier, mais soyez rassurés, il n'y a que 150 000 décès aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Mais quand même, c'était la peur tous les jours. Et qu'est-ce que ça permet de faire à ce moment-là? C'est d'installer ce que tu veux, c'est-à-dire, je claque du doigt, je ferme toutes les régions. Le lendemain, je claque du doigt, je ferme l'Assemblée nationale. Wow! Je dis, c'est pas possible. Le lendemain, je claque du doigt, mais je ferme les tribunaux. Je dis, non, je pense que c'est fini, mais les tribunaux, c'est la cour, c'est là où s'exerce, où on vérifie les abus de pouvoir des corporations, des policiers, des grandes entreprises, puis des gouvernements. C'est fermé. On ferme les universités, les collèges. On ferme les industries, le transport. On ferme tout. Puis là, c'est la peur. On s'est dit, moi, là, je te dis, Stéphane, c'est la première fois que je vous dis ça. Parce qu'à notre âge, dans le fond, on n'a pas trop peur. Je suis prêt à mourir, là. Mais je me suis dit, peut-être qu'ils en savent plus que nous autres. J'ai dit à mon épouse, est-ce que ça se pourrait que nous autres, là, l'OMS, c'est des choses qu'on ne sait pas. Puis quand j'ai vu les États-Unis aussi qui se sont confinés, je me dis, waouh. Là, ils savent des choses, donc soyons prudents. J'attendais toujours ces choses qu'on ne sait pas, jusqu'à temps qu'on voit que les États-Unis attaquent la Chine parce qu'ils n'ont pas donné les chiffres avant, jusqu'à temps qu'on découvre finalement que c'était de type coronavirus et non un Ebola. Alors, pour revenir, je termine sur ça, pour revenir au lieutenant-gouverneur, c'est qu'on lui a dit, dans le fond, on a violé vos droits des aînés, vous et moi. On a fait de la discrimination.
Et là, les droits des citoyens, vous êtes le dernier rempart si vous arrêtez de mettre le sceau. Vous avez seulement qu'à pas dire je ne mets pas ma sanction royale, puis il n'y en aura pas de loi. Donc, on termine notre lettre comme ça, puis je vous la lis. C'est intéressant que vous en parliez parce que les médias n'en ont pas parlé. Pourtant, c'est une belle nouvelle hier. Puis finalement, aujourd'hui, pas un média, pas un journaliste parle de ça. On le dit. Très étrange. Hein? Les pouvoirs législatifs et exécutifs sont exercés par les élus de l'Assemblée nationale et d'autre part par le premier ministre, parce que vous êtes le Conseil des ministres et le pouvoir exécutif. C'est vous, comme lieutenant-gouverneur, qui incarnait la pérennité de l'État. Quand les gouvernements sautent, le lieutenant-gouverneur est toujours là. Alors, on conclut comme suit au nom de la Fondation des droits et libertés, défense des droits et libertés du peuple. C'est donc à ce titre que nous vous demandons, en vertu des pouvoirs qui vous sont accordés par la Constitution canadienne, de ne pas apposer votre signature à la loi 61, telle qu'actuellement rédigée, au motif qu'elle est incompatible avec les principes et les valeurs démocratiques des nations québécoises et canadiennes. Parce qu'il faut comprendre que dans ça, quand on parle de nos droits et libertés, les arguments contre, les gens disent, ben c'est normal, ils ont voulu nous protéger, il fallait le faire, on vient de le démontrer, oui. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, le 11 juin, quand il y a 871 personnes hospitalisées au Québec, sur 153 000 cas confirmés, puis 5 100 décès depuis le début, pourquoi il y a encore des entreprises qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent à moitié, qui ne peuvent pas gagner leur vie de façon normale? C'est là où il y a un abus de ces mesures d'urgence-là. Et c'est là où le projet de loi 61, c'est ce que vous demandez dans le dépôt, c'est que ce soit pas juste diminuer à 6 mois, comme M. Legault l'a demandé, que ce soit carrément enlevé. Parce que ça nous protège qu'ils soient obligés de demander au du jour ce décret-là. Parce que si ils ont barre ouvert, ben on n'a plus de poigne, là, comme on dit, comme citoyen. C'est un peu ça, si je comprends bien? Je voulais juste prendre position là-dessus au niveau, au nom de la Fondation. C'est qu'il y a 3 principes de base qui doivent être exclus. Moi, je vois qu'on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'épices. Je ne suis pas un cuisinier, là, mais ça ressemble à une petite recette à l'Assemblée nationale. La petite recette de on va gonfler au départ le projet de loi, puis on va l'enlever pour faire plaisir au bon peuple, puis après ça, ils vont nous saluer, puis tout le monde va applaudir. Non, c'est pas ça. Bonne fois, on a négocié, là. Là, on a vu le jeu. Premièrement, ceux qui s'apprêtent à voter pour cette loi-là seront ceux qui ne se sont jamais levés en chambre pour décrier le fait que nos droits et libertés étaient complètement violés. Donc, encore une fois, il y a un bris de confiance de la population envers les députés actuels. Même si on leur tend la main pour leur demander de ne pas signer ça, le lien de confiance a été brisé. Nous, ce qu'on dit, c'est simplement les 3 points suivants. La loi des mesures d'urgence, puisqu'on pensait que c'était aussi virulent que l'Ebola, on comprend qu'elle a été décrétée le 13 mars. Par la suite, il y avait des statistiques, il existait d'autres choses dans le monde, d'autres méthodes. Même il y a eu des pays où il n'y avait aucun confinement, aucune mesure, qui ont mieux performé que le Québec, qui est présentement le 3e pire État dans le monde en termes de performance. Ce que l'on dit, c'est qu'il n'est pas question que la loi des mesures d'urgence, qui est l'élément clé là, de cette loi 61-là, c'est la loi des mesures d'urgence, parce qu'elle permet au premier ministre de pouvoir opérer par décret, on parlait de façon indéterminée, de dire qu'on va raccourcir l'horizon. C'est exactement la même technique, ceux qui ont une mémoire, là, à l'effet qu'on était censé avoir 2 semaines de confinement, puis là, après ça, on étire ça d'un mois, puis après ça, on y va avec des décrets, puis on réétire. Ils vont nous faire la même affaire, là, parce qu'ils vont annoncer une 2e vague, puis là, tout le monde va croire à ça. Puis là, ils vont continuer à gouverner par décret. Donc, nous, c'est abolition pure et dure, je répète, abolition pure et dure de la loi des mesures d'urgence sanitaire dans cette loi-là qui est censée être une relance économique. Alors, on n'a pas besoin d'une loi des mesures d'urgence sanitaire pour relancer l'économie. L'autre point, comment ça se fait qu'il y a l'immunité? C'est quoi l'histoire de donner de l'immunité à tous les acteurs qui vont prendre partie à des contrats? Il y a 202 projets en passant. Comme l'impression que c'était pratiquement prêt d'avance, 202 projets. C'est ils n'ont pas créé ça hier, là. En tout cas, bref, du moins, ils ont travaillé très, très fort. Là. Bon, chose certaine, c'est qu'il n'est pas question de donner l'immunité parce qu'ici,
les gens vont dire, ben wow, on a l'immunité, on se met la main dans le plat de bonbons, commission Charbonneau multipliée par 10, là, ça va être terrible. Dernier point, on parle aussi que les contrats vont pouvoir être offerts sans appel d'offres. Donc, où est la transparence? Là, c'est des petits amis, là. C'est clairement ça. Donc, le peuple québécois va être encore victime, mais de façon majeure, de la privatisation des profits et de la nationalisation des pertes. C'est le fameux credo. Donc, nous, c'est non, non, non. Arrêtez-nous ça là. Le coronavirus est terminé. Ailleurs dans le monde, ça se déconfine. Même à Paris, on voit les gens à Paris dans les cafés. Ils n'ont pas de masque, ils mangent, puis ils fraternisent. C'est l'heure de passer à d'autres choses. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'on veut faire le pont entre cette crise-là, puis en profiter pour dire on va connecter le fil avec la loi 61, puis on va pouvoir filer ça, puis avoir des méga projets sans reddition de compte. C'est non. Il y a plusieurs experts, d'ailleurs, qui disent que c'est dangereux. Je regardais, j'ai posté sur mon mur une entrevue avec un prof à la faculté de droit que Bruno Savard, mon collègue, mon ami de Radio-Canada, a interviewé. Puis lui, il dit c'est dangereux pour la démocratie, ce projet de loi-là. Je pense que, Maître Bertrand, toutes les personnes de loi sont d'accord avec ce principe-là du danger à la démocratie. C'est le combat. Je pense que c'est notre meilleur argument devant les tribunaux. Les juges vont être très sympathiques parce que là, c'est les fondements de la démocratie, soit qui sont comme un peu mis à l'écart, soit l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif et le pouvoir des tribunaux. Ça, c'est pourquoi on a dit au lieutenant-gouverneur, on est en face avec la loi 61, d'une loi à caractère odieux, arbitraire et dictatorial, pour les arguments que vous venez de donner, parce que les lois qui sont déjà passées, c'est les élus qui ont voté ces lois-là. Et dans le projet de loi 61, on dit toutes les lois là, pour l'environnement, pour les travaux publics, etc., on va pouvoir, nous, à notre guise, les étirer comme on veut ou les rapetisser selon le cas. Puis pour justifier ça, pour le bon peuple, c'est qu'on dit, nous, dans votre intérêt, on va faire une relance économique de milliards de dollars. On ne peut pas prendre le temps de s'asseoir à l'Assemblée nationale puis refaire des lois. Donc, nous sommes encore, pour une période indéfinie, en période de pandémie, c'est-à-dire en danger, vous mourriez. Donc, faites-nous confiance, là. C'est l'économie qui va rouler, mais malheureusement, vous allez être obligé de continuer à être confiné. Alors, c'est mauvais parce que c'est un prétexte pour réparer des dommages qu'ils ont causés pendant 3 mois et demi, sans le dire, alors qu'ils pourraient très bien confesser, nous nous sommes trompés, qu'on a causé des graves dommages à la société. On ne sait même pas comment on va réparer ça. On ne dit pas ça. On dit tout simplement, il faut se dépêcher à mettre des milliards, et dans le fond, pour réparer l'économie. Et là, comme Stéphane a dit, il ne faut jamais, jamais mélanger ce qui fait peur au monde, qui est la fuite dans la loi 61, pour justifier de garrocher des milliards. C'est des choses complètement différentes. Oui, je voudrais juste apporter un point. Dans cette loi des mesures d'urgence-là, je vais être clair, et Maître Bertrand, on a travaillé le document légal, il y a eu des affidavits, puis tout l'exposure qui a été mis dans tous les éléments qui ont été mis dans la poursuite. Mais l'article 123, là, il est très important. C'est là où on parle que le directeur national de la santé peut exiger une vaccination obligatoire sous le couvert des mesures d'urgence. Et ça, c'est important et ça fait peur aux gens. Et il y a des gens qui sont pro-choix. La plupart, nous, la Fondation, on est des pro-choix. On n'est pas contre la vaccination. Mais on ne veut pas que le gouvernement force la population à être vaccinée alors que le fameux virus y est terminé. Donc, il n'y en est pas question. Et c'est la meilleure façon pour eux de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire de nous vendre des gros méga projets avec de la création d'emplois et tout ça, tout en nous passant la vaccination obligatoire. Mais il faudrait dire aux gens qui nous écoutent que notre recours ne touche pas ce point-là du tout. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Dans toutes les directions, là. Oui, mais au niveau de la vaccination, ce qui est important, c'est que nous, on a un recours avec Rocco Galati. On me posait des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Rocco Galati? Rocco Galati nous a vu déposer cette semaine, puis il regarde le show, il aime ça, puis en même temps, il a décidé d'extensionner un petit peu son approche. Donc, ça va être reporté à la semaine prochaine. On s'occupe de la vaccination libre choix
Avec M. Galati. Okay. Mais est-ce que, je t'attaquine, là? Oui. Mettons que personne ne nous regarde. Il y en a une en live. Ça m'est jamais arrivé. Il y a quelques personnes. Oui, allez-y. Rocco Galati vous a dit, puis je vous le dis comme constitutionnaliste, que si le vaccin est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcer le monde à être piqué. Non, mais c'est ça. Les droits en vertu de la loi sur la santé, et vous ne pourrez plus sortir du Québec. Donc, c'est des grosses conséquences. Ils vont laisser dire aux gens, vous êtes libre de ne pas vous faire piquer, mais peut-être vous allez payer pour aller vous faire soigner à l'hôpital. C'est sûr. Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison. On va être prisonnier, finalement. Oui, l'autre point, c'est qu'on voit que le directeur national de la santé peut effectivement exiger dans certains établissements, c'est ça la technique, que les gens soient vaccinés pour y avoir accès. Donc, que pour aller à l'école, il faut être vacciné. Encore une fois, on entre dans un autre débat. Un autre débat. C'est un autre débat. Bon, alors bref, on s'en occupe à Toronto, mais au Québec, c'est sûr que s'il y a un risque de vaccination forcée, on va parler à Maître Bertrand pour voir s'il n'y a pas lieu de faire une injonction. Ça, c'est clair, je veux rassurer les gens. Comme présentement, il y a beaucoup de gens qui commentent, là, j'essaie de suivre les commentaires. On est encore en mesure d'urgence sanitaire. Moi, je me trompe, ça finissait quand, là, ça finissait bientôt? Il a été renouvelé hier. Hein? Il a été renouvelé. Ça a été renouvelé hier. J'ai le numéro du décret qu'on m'a donné. J'aimerais ça, Maître Bertrand, avant qu'on aille sur les conspirationnistes, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, parce que moi, je parle beaucoup avec les gens sur le terrain, autant des gens que des entrepreneurs, des commerçants. Là, il y a plein de monde qui me disent, ils ont annoncé aujourd'hui que le masque va être obligatoire. Est-ce que dans un contexte, aujourd'hui, ici, maintenant, avec le renouvellement des mesures d'urgence, ils peuvent nous obliger à porter un masque? Ou est-ce qu'on peut contester ça? Ça vient à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Je pense qu'ils vont l'obliger seulement dans les lieux publics puis dans le transport collectif. Je ne pense pas qu'ils seraient capables d'imposer le masque à tout le monde en toutes circonstances. C'est-à-dire que, oui, légalement, on peut tout faire. Mais de là à ce que les gens suivent cette règle-là, c'est une autre chose. Quand on dit qu'on ne doit pas dépasser 100 km/h pour aller à Montréal, dans la moitié qui le dépasse, il n'y a pas un policier pour arrêter tout le monde. Il y a une différence entre une mesure qui devient tellement abusive qu'elle est inapplicable, fait en sorte que les policiers se ferment presque les yeux parce qu'ils savent bien que, bon... Comme la mesure de 2 mètres qui est inapplicable. Là, cette semaine, M. Arruda était 1 mètre et demi. Fait que là, on vous donne entre 1 mètre, on s'entend, c'est assez flou, là. Comment on peut faire... Tu sais, il lance des mesures, mais comment après ça, d'une manière réaliste, on peut faire appliquer ça? À partir de là, le citoyen décide selon la Charte des droits et libertés. Ben, c'est parce que il y a très peu de policiers pour 8 400 000 habitants. Et si les gens croient que ce que vous dites est inutile, est une mesure qu'ils considèrent vraiment excessive, la plupart vont y désobéir. Ils ne la respecteront pas et la loi devient, ce qu'on dit en droit, une loi presque inapplicable. Okay. On comprend qu'il y a des pays, là, comme la Chine, les pays orientaux, c'est dans leur mœurs de porter des masques, même quand il n'y a pas de pandémie. Mais ici, là, c'est quelque chose, c'est ta misère à respirer avec ça. Tu ne vois pas le monde. Moi, personnellement, j'ai besoin de voir des sourires dans un visage. J'ai beaucoup de misère avec ça. Puis on voit beaucoup d'articles pour contre là, de scientifiques. Alors, c'est pas clair, c'est pas limpide là, que c'est bon. En fait, si je me permets, juste avant de rentrer dans l'émission, mon épouse, qui est une scientifique, cytologiste de métier, donc le dépistage du cancer, puis elle connaît beaucoup ce domaine-là. Elle m'a dit qu'elle a entendu aujourd'hui à la radio que les médecins du Québec, leur association, ont dit au gouvernement, ont suggéré que s'il y a une deuxième vague, au lieu d'imposer le confinement partout comme la première fois, d'imposer plutôt le port du masque en public. Mais ça permettrait de ne pas fermer toutes les entreprises. Donc, c'est une mesure quand même beaucoup moins attentatoire. Et dans le même sens, les entrepreneurs, parce que moi, je m'en vais tantôt à 5 heures faire un live avec Mega Fitness Gym, là, un gym qui s'entraîne à l'intérieur. Il a fait un gym dehors, puis il veut ouvrir, mais eux autres sont dans une craque encore. Là, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont avoir la permission. Et lui, il dit, moi, c'est ma business qui est en jeu. Comme un restaurateur qui est sorti aussi, qui a dit, voyons, ouvrir avec 2 mètres de distance, aussi bien me dire que je vais faire faillite en septembre, c'est utopique en termes de chiffre d'affaires pour vivre. Ceux qui décident de dire, ben moi, j'ouvre, mais j'ouvre à la normale. Comme lui, là, il va annoncer que la semaine prochaine, il ouvre à la normale, c'est-à-dire, oui, ils vont être, de toute façon, quand tu t'entraînes, il y a tout le temps les appareils, mais il n'y aura pas d'obligation de rien, ça va être à la normale. Est-ce que, bien sûr, il va pouvoir peut-être, il risque d'avoir une contravention, mais est-ce que c'est pour les entrepreneurs qui décident
de défier, si on peut dire, et de vivre à la normale, les conséquences peuvent être très graves. C'est très fréquent dans la jurisprudence. Les gens qui ont, pour provoquer une contestation judiciaire, ont défié la loi, sachant qu'ils seraient arrêtés et qu'ils auraient une infraction, parfois c'est même criminel, et ensuite plaident l'inconstitutionnalité ou l'illégalité du règlement municipal. On l'a vu avec les gens lors du printemps arabe, qui ont défié les manifestants, ils ont défié le règlement qui disait qu'il faut que vous annonciez aux policiers votre trajet. Puis finalement, la Cour a cassé l'obligation de donner le trajet. Il a fallu des gens qui désobéissent à la loi pour provoquer des débats. C'est exactement ce que je dis aux entrepreneurs qui me contactent. Ça prend des gens pour oser puis voir ce que ça va faire. La technique, sans nécessairement dire de le faire, c'est simplement que il y a des associations de restaurateurs, il y a des associations. Parlez-vous. Plus vous êtes nombreux, c'est ça. Concertez-vous, puis assumez les conséquences de vos gestes, mais en même temps. Je ne comprends pas. Ce sont des citoyens là, qui ont donné à la Fondation des 10 piastres, des 15 piastres, des 20 piastres pour trouver le moyen de payer des experts, des avocats pour faire valoir un recours jamais unique, jamais qu'on a vu. Et que par ailleurs, à côté, que les hôteliers qui ont une association puissante, les gens d'affaires, les chambres de commerce, tous ces mots, ne fassent pas valoir ce qu'on fait valoir à l'effet qu'on a violé tous les droits d'une façon démesurée. On aurait pu agir autrement, c'est ce qu'on plaide. On a pris le pire moyen, puis on a connu le pire des résultats à travers le monde, un des pires, parmi les 3 pires du monde, puis que ces gens-là ne se réveillent pas. Les restaurateurs qui se mettent ensemble disent « Ça suffit, M. Legault, ça suffit, votre virus, on comprend tout ça, n'est pas mortel pour tout le monde. Il est mortel pour les gens que vous devez protéger, qui sont isolés dans des maisons de personnes âgées, plus tous ceux qui ont des problèmes pulmonaires en particulier. Ces gens-là, protégez-les, dites-leur d'utiliser leur libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ta façon à toi de penser, de réfléchir, puis d'être intelligent, de dire « Je suis quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires. » Ça, cette bébite-là risque de m'attraper. Mais toi, je ne sais pas combien il y en a au Québec, mais vous d'autres, faites attention. Mais tous les autres n'ont pas à être pénalisés pour un gouvernement qui se dit au cas où quelqu'un l'attraperait, je vais empêcher tout le monde de faire ce qu'il voudrait faire. Alors, tous ces gens-là, vous avez nommé tantôt, pourquoi ne se réveillent pas? Vous avez parlé d'un restaurateur tantôt. Pourquoi ils se mettent pas tous ensemble et disent, Monsieur Legault, on en a assez, puis vous allez arrêter ça, c'est folie-là. La seule façon, c'est d'agir et de le faire et voir après s'il va vraiment y avoir une contre-attaque parce qu'ils prédisent, le restaurateur en question disait on va faire faillite de cette façon-là, comme vous nous le permettez en septembre. Ces entreprises-là vont faire faillite. Alors, vous avez 2 choix, les entrepreneurs. Ou bien vous écoutez ça, puis vous le faites à moitié, puis vous n'aurez pas les revenus qui viennent avec parce que ça coûte cher, les fameuses mesures qui instaurent. Ou bien vous allez peut-être faire faillite cet automne. Ça va être épouvantable, les faillites cet automne-là, autant personnel que d'entreprise. Zara qui a annoncé des fermetures, Starbucks qui a annoncé des fermetures, Aldo qui a annoncé des fermetures. C'est fou, là. Ça ne fait que commencer. Comment voulez-vous qu'un restaurant qui avait de la misère à arriver à payer ses employés en fonctionnant à pleine capacité, on lui dit dorénavant, c'est 50 dans certains cas 40 de tes tables, c'est de les amener à la faillite. C'est sûr. Puis là, les dentistes sont obligés de payer 150 000 de réparation pour installer toutes sortes de patentes, pour être isolés, puis toutes sortes d'affaires. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont augmenter les prix. Ils sont obligés. Partout, ils vont augmenter. Ça ne fonctionne pas. Là, on va se dire les vraies affaires. Là, le virus, c'est terminé. OK? Regardez ce qui se passe ailleurs. OK? Sortez du Québec, là, la visière du Québec. Là, sortez de là. C'est terminé. Même en France, ça mange sur les terrasses, ça fraternise. Il y en a encore que le virus circule encore, mais c'est terminé la folie d'avoir peur d'en mourir parce qu'on en meurt à 0,2 Oui, en bas de 70. Est-ce qu'on a arrêté d'aller au restaurant à cause de la grippe? Est-ce qu'on a mis des plexiglas partout à cause de ça? Non. Alors oui, le virus est encore là, mais on en meurt. Je veux juste faire un commentaire. Moi, ma grande fille, là, pour la première fois, j'ai accepté, mais vraiment à reculons pour qu'elle voie ses amis, de l'amener à la garderie. La belle Evelyne, là, que je parle souvent, là, qui a 3 ans et demi, qui fait souvent l'objet de mes commentaires, parce que ça se trouve être... Si on a une fondation, les amis, là, c'est à cause d'elle.
OK, une petite de Et moi, je suis là à cause de mes enfants. Parce que je veux pas qu'à 80, quand je vais avoir votre âge, Maître Bertrand, qui me disent voyons, maman, t'as rien fait en 2020. Non, non, Oui. il ne pourra pas dire ça. Maître Bertrand, là, quand je lui ai parlé, il a dit moi, j'ai des petits-enfants, Stéphane. J'ai des petits-enfants. Alors, j'ai compris le message qui était intéressé à cause de ça aussi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu arrives à la garderie et il y a 10 000 mesures de contrôle. Il faut sonner. Là, il arrive une jeune fille avec une visière en plastique, des masques. C'est la folie. Elle fait laver les mains de ma fille. Encore aujourd'hui, même si l'association des pédiatres a vraiment dit arrêtez-nous ça, qui est plus crédible? Il continue, mais je ne comprends pas ça. Il va falloir qu'on creuse parce que je ne comprends pas pourquoi les commerces s'acharnent à encore jouer le jeu. Il faut arrêter ça. Il faut revenir à la normale. Je vois même des gens qui vont dire qu'ils prennent plaisir, là, des adolescents qui marchent dans la rue tout seuls avec un masque d'en face. C'est pas une mode, là, les amis. C'est pas trendy. Là. Non, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais, quand vous parlez des adolescents, des étudiants à l'université, qui, à un moment donné, ont débrayé pour ne plus aller à l'université, puis ils étaient 100 000 dans la rue. Pourquoi ils ne font pas l'inverse? Maintenant, on va descendre 100 000 pour pouvoir retourner étudier normalement avec un vrai professeur devant nous. La même chose au cégep. Il pourrait facilement être 100 000 dans la rue. Pour faire l'inverse, puis le gouvernement va céder, c'est clair. C'est clair, écoutez, quelqu'un me disait aujourd'hui, on a calculé les morts, les personnes qui sont décédées en 2019 de toute maladie possible par rapport à 2020, en mars, où l'Ebola, pas l'Ebola, mais le virus a commencé. Puis il y en avait 6 000, je pense, l'année passée, puis 6 100 cette année. Ah oui, il y en a pas plus. Donc, tu sais, ça démontre que oui, c'est tannant, c'est un petit virus de plus dans notre vie, mais c'est pas, ça tue pas tout le monde, là, puis on... J'aimerais juste un dernier commentaire. Moi, je vais mettre une image mentale. Depuis des décennies, il meurt 25 000 personnes par jour de malnutrition, de la faim. OK? Chaque année, il y a 9 500 000 personnes qui meurent de faim. Des enfants qui ont les pattes ça de grosses. OK? Et nous, là, on regarde ça à l'échelle de la planète, c'est 397 000 personnes qui sont mortes, OK, pour un événement spécifique dans l'histoire, alors que la vie va continuer, là, les amis, là, puis vous allez même pas vous soucier des 9 500 000 qui vont continuer à mourir. Alors, à un moment donné, arrêtons de nous regarder le nombril et avoir peur d'avoir peur. Alors, regardons en avant, puis cessons de croire tout ce que le gouvernement nous dit. Pensons par nous-mêmes. Oui. On le dit. Nous sommes des êtres humains souverains. OK? Donc, il faut s'en rendre compte. On est des êtres humains souverains de nos personnes et il faut absolument qu'on se prenne en main et qu'on se responsabilise, qu'on regarde en avant et qu'on voit la vie de façon positive. Souverain, ça veut dire qu'on a un libre arbitre en chacun de nous. Exact. Qui nous permet de penser, de réfléchir, puis d'être aussi bon dans cette décision. C'est ça. Que celui qui veut tout gouverner. Et voilà. J'aimerais qu'on termine sur les fameux conspirationnistes parce qu'on se fait traiter de... Je suis rendue dans la gang, je pense, depuis que j'ai vu l'article dans le Journal de Québec. Bienvenue. Maître Bertrand, peut-être? Maître Bertrand? Maître Bertrand, j'ai été interpellée par une journaliste qui vous disait, vous êtes fait rentrer dedans un peu en disant, vous appuyez des conspirationnistes. Okay. Vous avez une belle réponse à ce sujet-là. Justement, en entrant en ondes, il y a quelqu'un, j'en reçois beaucoup de courriels où j'y goûte pas mal. Là. Triste, Maître Bertrand, que tu sois associé aux conspirationnistes. Fais attention à toi. Wow. C'est dangereux. C'est dangereux de penser et d'avoir des idées différentes. Fait que là, hier, la journaliste de la presse m'appelle, une très, très brillante journaliste que je nommerai pas par respect. Après, un journaliste de Trois-Rivières, qui lui m'a interrogé à la radio, m'a posé la même question. Et là, on a lu dans le Journal de Québec, Maître Bertrand, que vous seriez le défenseur de trois des conspirationnistes qui seraient à la tête de la fondation, supportés par d'autres conspirationnistes. J'ai dit oui, puis après, on voudrait avoir votre opinion. Je m'en fous. Quoi? Je m'en fous, carrément. Je m'en fous. Mais quoi vous dites ça? Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas le savoir. Je n'ai jamais demandé à mes clients. Puis moi, quand quelqu'un vient me voir là, en droit, je vais juste regarder la Constitution. Puis est-ce qu'il y a des droits? Mais je m'en fous qu'il soit un caquiste, un conspirationniste, un péquiste, un ex-felkiste.
puis un LBGMP. PIS. Oh, En réalité, je m'en fous. Là, elle dit, non, écoutez-moi bien, là. La Constitution, c'est la loi suprême. Puis dans sa Constitution, il y a des droits. Je ne trouve rien dans la Constitution qui dit, Maître Bertrand, quand vous pratiquez le droit, à l'exclusion de les homosexuels, les caquistes, les péquistes, les civistes, les conspirationnistes, ça n'existe pas. Ah ouais. Non seulement ça n'existe pas, mais c'est formidable parce que je me fous de celui qui vient me voir, je regarde juste son droit, puis je vais le défendre, qu'il soit premier ministre, caquiste, ou qu'il soit un conspirationniste. Puis je ne demanderai même pas dans mon bureau c'est quoi un conspirationniste. Ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est dans la charte, c'est dans la loi constitutionnelle d'avoir des croyances. C'est de alors là, je plus que la Constitution, regardez l'article 2, liberté de religion, liberté de croyance, etc., d'association. Et la croyance, c'est de croire à ce qu'on veut. J'ai dit, vous, madame, croyez à ce que vous voudrez. Ça ne m'intéresse pas. Mais si vous êtes heureuse dans vos croyances, vous avez le droit en plus, pourvu que ce n'est pas violent. La violence, c'est un crime. Vous avez le droit de faire de la propagande. Alors, les conspirationnistes, depuis ce temps-là, je suis allé voir un petit peu. Dans le fond, ils ont le droit de... En supposant que Stéphane serait un conspirationniste, puis les autres, ils ont le droit d'avoir une cause, puis de la présenter devant la cour. Puis là, j'ai ajouté en terminant, j'ai dit, dites à vos auditeurs, à vos lecteurs, que quand ils vont venir devant la cour, de se sentir à l'aise. Parce que jamais un juge va dire, vous, monsieur, avant de vous témoigner devant moi, vous allez me dire si vous êtes un communiste ou un trotskiste ou un conspirationniste. Jamais la cour ferait ça, il serait banni. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour les avocats, ça n'existe pas pour les tribunaux. Puis j'ai terminé en lui disant, est-ce que vous poseriez la même question à un médecin quand il reçoit un patient? Est-ce qu'il se demande, c'est-tu mon voisin d'en face qui vient d'avoir un accident? Est-ce que c'est un pauvre ou un riche qui fait la même opération? Ça se peut que le gars qui a opéré soit un conspirationniste. Ça se peut aussi que ce soit un trotskiste, puis un péquiste, puis etc. Alors, sortez ça de votre... Sortez ça, ça n'existe pas pour nous dans nos recours. C'est la beauté de la Charte des droits et libertés, c'est la beauté de notre liberté d'expression, c'est la beauté de où est-ce qu'on vit ici au Québec et au Canada. On est citoyens, alors c'est ça qu'il faut protéger et c'est ça qu'on perd dans 2 ans. C'est de me gêner en disant que les associés ou un avocat CRL ou un avocat constitutionnel, il a besoin d'associer des gens qui ont le droit dans la société. Donc, c'est ça le message. Ouais. À ce moment-là, ça veut dire que toutes mes causes pourraient prendre. Je commence à faire un examen de conscience avec un catholique, un chrétien. Écoutez-vous mes opinions, c'est pas vos opinions d'être. Moi, avec le salarié, ça c'est le pouvoir. J'ai envie de lui dire, j'ai moi la modèle de la vie des fédérations de pouvoir. Dans la plus école collège à Québec, dans la plus école de la Québec, le gouvernement du Québec va avoir voulu fermer son école. En fait, on leur a tiré ses subventions comme école privée. Il vient me voir, j'étais surpris, j'étais un activiste pendant Monsieur Bertrand, je viens me voir parce que vous allez combattre mes droits. J'ai des droits comme tout le monde. Croyez-le ou non? C'est pour poursuivre mon carrière à l'époque, j'ai eu une liste d'éducation. Et quand je l'ai appelé avant, je te poursuis. Pas comme ministre, tu ne vas pas faire ça. Pour une injonction. On a gagné, c'est l'enlève. On a gagné. Le gouvernement a voulu remettre ses subventions, c'est parce que c'était de la discrimination. Donc, mais je ne peux pas commencer à faire un examen de conscience. J'ai trouvé les fédérales, donc je ne vous défends pas. Il faut faire confiance à l'intelligence des gens et les gens font leur opinion. Et moi, j'aime beaucoup l'échange d'opinions. J'aime ça. Et sur mon mur, il y en a beaucoup. Tant que c'est dans le respect, qu'on ne commence pas à se traiter d'un et l'autre, mais on peut ne pas être d'accord. Hier, moi, en fait, je m'attendais, je suis chef d'un parti politique, là, les gens le savent, là, puis je ne suis pas là pour en parler, mais je connais les techniques, je suis un passionné de stratégie politique, écoute, là, j'ai lu beaucoup d'œuvres là-dessus, et je savais que la journée 1, c'est la journée objective où on fait des annonces. La journée 2, c'est la journée de crucifixion. Donc, je me demandais juste... Ah, c'est mardi, c'est ça? Bien sûr. Parlant de crucifixion... catholique, ceux qui allez voir mon profil Facebook, j'ai été au séminaire Saint-Augustin en 1988 à 90. Donc, séminaire fait référence
à une institution catholique dans laquelle il y a un homme qui a été crucifié, qui est ressuscité le 3e jour. OK? Alors, je veux juste vous dire que moi, c'est ma croyance, c'est ma mère qui m'a donné ces valeurs-là, et on est des milliards dans le monde à croire à ça. OK? Bon, alors, et maintenant, OK, là, on rit de ça, mais il y a beaucoup d'institutions, hein, si on regarde, on fait le tour de la planète. Quand on va en Italie, il y a plein d'églises à visiter. Quand on vient au Québec, il y a plein des belles cathédrales et tout ça. C'est basé sur une foi, mais en bout de ligne, c'est basé sur quelqu'un qui s'est fait crucifier, qui est ressuscité le 3e jour. Donc, ça peut être perçu comme une forme de truc qui est bizarre, mais c'est quand même ma foi. OK? Donc, maintenant, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous l'expliquer, c'est très important. Hier, j'ai accepté d'être très, très gentil, très, très mielleux avec les journalistes qui ont décidé de ne pas intellectualiser le débat et de taper sur les 3 administrateurs et de leur mettre toutes les étiquettes du monde. Alors qu'en plus, ma tante, Rita, qui est mentionnée dans la poursuite, est décédée finalement hier. Okay? Donc, on va frapper de tous les côtés. Et tout en ayant le décès de ma tante, j'ai accepté tout ça. Mais moi, je me suis senti hier, je veux dire, que j'ai pris ça avec zénitude, mais j'étais peiné quand même du décès de ma tante, puisque j'ai pas pu aller. J'avais promis que j'irais la voir cet été et ce printemps. Ce printemps, les régions étaient confinées, je n'ai pas pu aller la voir. Et là, elle est décédée. Et bon, alors à ce moment-là, je ne l'aurais pas vue. Là. Je vais descendre en On a perdu Stéphane? Oui. Ouais. Hey, Stéphane, si tu nous entends, parce que je voyais que son Wi-Fi, il était commencé à être lousse. Mais je pense que ce qu'il disait, c'est qu'on a tiré beaucoup sur les messagers depuis 2 jours, alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur le message, sur le fond, c'est-à-dire la mission de cette fondation-là qui est pour défendre nos droits et libertés du peuple et cette poursuite-là qui a été déposée lundi. Mais Bertrand, ça a fait bouger cette semaine. Là. Il n'y avait pas de député qui s'opposait la semaine passée. Là, ça bouge. On est rendu jeudi. Savez-vous s'il y a de l'espoir que ça finisse par être enlevé, du moins, que de ce projet de loi-là, les fameuses mesures d'urgence sanitaire? Dans le fond, c'est vrai, jusqu'à lundi, aucun député, aucun média. C'était une pensée unique. Puis on a dit, comment se fait qu'il n'y a aucun député qui a le courage de se lever pour dire au gouvernement tout à coup que vous seriez trompé? Juste dire ça. On dépose notre recours, puis effectivement, depuis ce temps-là, tous les partis d'opposition ont dit non, ça ne passera pas comme ça. Le barreau est intervenu et d'autres groupes qui n'intervenaient pas avant. Donc, dans ce sens-là, je dis merci aux citoyens d'avoir cru qu'il y avait quelque chose d'important à dire. Et pour revenir à ce que Stéphane disait tantôt, à ceux qui nous écoutent, si vous me permettez, José, ne soyez pas mal à l'aise ou gênés quand on dit le groupe qui est à la course, des conspirationnistes. C'est tout simplement, le but, c'est de traiter les autres de noms que des adversaires ont inventés. Des raisons, je ne sais pas, ils trouvent des noms pour vous. Et là, on m'envoie des messages comme ça, comme si moi, je devais me sentir mal à l'aise de défendre les conspirationnistes, comme si c'était des plaies galeuses de la société. Et c'est ça qui n'est pas correct, mais l'être humain étant ainsi fait, qu'on se sent obligé, comme vous avez dit, José, de tirer sur le messager pour rendre le messager malheureux pour qu'il se retire. Le but, dans le fond, ici, c'était un peu de gêner notre bureau d'avocat en disant, vous devriez être gêné de défendre des gens comme ça. Mais c'est qui ces gens comme ça? Oui, c'est ça. C'est beaucoup de monde de plus en plus. Là. Puis en plus, je dirais que j'ai ajouté à la journaliste, sur 8 400 000 habitants qu'on a, il y en a plusieurs qui sont allés en prison. Puis je les respecte autant, moi, que des présidents d'entreprise, parce qu'ils ont purgé leur peine. En 80% du temps, ils sont réhabilités. Écoutez, j'ai quelqu'un que j'ai défendu, il a été condamné pour un meurtre, après ça, je l'ai fait libérer par la Cour suprême. Puis aujourd'hui, il y a une famille, puis c'est extraordinaire, puis il est effacé par ses... Alors, ces gens-là, ils ont des droits aussi à faire valoir devant les tribunaux. Alors, qui on est pour dire, toi, t'es... Non, faut pas faire ça. On ne peut pas se permettre ça. Stéphane, il essayait de rentrer. Excuse-moi, Stéphane, si tu m'entends. Ah non.
Là, c'est José qu'on a perdu. Sans doute des conspirationnistes des adversaires des conspirationnistes.